Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre dans le cadre des cours en ligne de la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la deuxième partie sur le cours sur la théorie des déterminants. Donc, cet exposé sera un survol sur les applications multilinéaires. Donc, en particulier, je vais essayer de définir les applications multilinéaires dans une première section. Dans la deuxième partie, je vais essayer d'expliquer ou de parler sur les formes n linéaires sur un espace de dimension n. Et finalement, je vais aboutir à définir et voir quelques propriétés du déterminant de n vecteurs donnés dans une base. Voilà. Donc, premièrement, je vais commencer par définir ce que c'est qu'une application multilinéaire. Donc, étant donné f ici, une application qui va de e à la puissance n dans f, avec e et f 2 cas espace vectoriel. Ici, il n'y a rien sur les dimensions, donc E et F sont deux cas espaces vectoriels quelconques. N ici est un entier naturel non nul. Donc on va dire que F est N linéaire si F, donc F ici est linéaire par rapport à n'importe quelle variable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fixe tous les variables, sauf par exemple ici la IM variable, que je vais, varier. Et donc, il faut que cette application soit linéaire par rapport à la i en variable. Et ceci, quel que soit i comprise entre 1 et n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application qui a x1 jusqu'à xn fait correspond f de x1 jusqu'à f de xn est linéaire par rapport à x1, linéaire par rapport à x2, linéaire par rapport à x3, jusqu'à linéaire par rapport à xn. Ça veut dire qu'il est linéaire par rapport à n'importe quelle variable de cette application. Et donc l'ensemble des applications n linéaires de e à la puissance n dans f, on va le noter en fait par deux notations. Donc simplement par la suite on utilise cette notation ln de ef. D'accord? Alors, le cas où n égale à 1, donc ici n égale à 1, donc il n'y a qu'une seule variable, donc aucune variable n'est fixée, donc il n'y a qu'une seule variable, et du coup le fait que c'est linéaire, donc une application linéaire, est, est une application linéaire, tout simplement, et c'est le cas où, et c'est l'unique cas où la multilinéarité et la linéarité coïncident. Voilà. Donc pour le cas n égale à 2, une application de linéaire, donc de linéaire, on va dire par la suite que qu'il est bilinéaire. Et une application est 3 linéaire, donc par la suite on va dire trilinéaire. Et lorsque le f égale à k, donc l'espace d'arrivée égale à k, comme des applications linéaires, donc lorsque le f égale à k, pour les applications linéaires, on dit des formes linéaires. Pour les applications multilinéaires, alors une forme multilinéaire ou une forme n linéaire, donc c'est juste une application qui va de e à la puissance n à valeur dans k. Donc voilà. Alors, prenons par exemple l'application qui va de R2 croix R2 dans R et qui a f de UV, donc qui a UV qui correspond le produit U1V1, U2V2. D'accord? Avec U1, U2 sont les coordonnées de U et V1, V2 sont les coordonnées de V. Alors, étant fixé, par exemple, fixons le U, donc le U fixé, donc faisons ici une combinaison linéaire, par exemple f de U plus lambda U'. Donc un simple calcul va vous donner en fait que cette application est une application linéaire. Puis si on fixe encore U et on fait varier V, donc f de V plus lambda V', donc avec un petit simple calcul, on peut démontrer que cette application est une application linéaire aussi. Donc il est linéaire par rapport à U et linéaire par rapport à la deuxième variable qui est V. Et donc, on va dire que c'est une application qui est bilinéaire, et puisqu'il est à valeur dans R ici c'est le corps sur lequel on travaille, et donc on va dire que c'est une forme bilinéaire. D'accord?
Donc, si on prend par exemple aussi l'application qui va de R carré croix R carré, dont R, et qui est définie ici, donc c'est juste à peu près la même application, mais bon, ici c'est U1 V2, U1 V1, moins U2 V1, et donc par les mêmes arguments, donc on peut vérifier que c'est une forme bilinéaire aussi, une forme parce qu'il y a valeur dans R, donc c'est une forme qui est bilinéaire, donc il est linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable. D'accord. Alors, si on prend par exemple E égale à Mn de K, donc l'ensemble des matrices carrées de taille n, et F, l'application qui prend trois matrices et qui lui correspond juste le produit des matrices, d'accord, A fois B fois C. Donc, c'est une application qui est trilinéaire. Donc, si on fait par exemple ici, on fixe B et C, hein, et on fait ici par exemple f de a plus lambda a', donc c'est a plus lambda a' fois b fois c, ce qui est en fait par la distributivité de la loi multiplication n'est autre que abc plus lambda a' bc. Ainsi que pour fixer a et c et fait varier b, puis fixer b et a et fait varier c. Donc c'est une application qui est trilinéaire. Alors, si on prend par exemple E, c'est l'ensemble des applications continues de l'intervalle AB, un intervalle compact et un intervalle ferme borné dans R, à valeur réelle. Et on fait correspond une application F qui prend deux applications U et V, deux fonctions continues, et leur correspond juste l'intégrale de U de t contre V de t dt. Donc celle-là aussi est une forme bilinéaire. Donc si on fait fixer V et on fait varier par exemple U, donc U plus lambda U', donc ça c'est l'intégrale de U de t plus lambda U' de t fois V de t. On utilise juste la distributivité de la loi de la loi multiplicative par rapport à la loi plus dans R, puis on obtient en fait une forme qui est une application qui est linéaire par rapport à U, puis la même chose est linéaire par rapport à V. Et si on prend comme dernier exemple, une application qui va de l'ensemble des applications des matrices carrées de taille n, donc qui correspond au couple AB, la trace de A fois B, qui est aussi une application très 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 intéressante, celle-là et celle-ci. Voilà, donc aussi cette application, donc en utilisant les propriétés du produit sur les matrices, puis le fait que la trace est une forme linéaire, donc on obtient ainsi une forme qui est bilinéaire, linéaire par rapport à la première variable A et linéaire par rapport à la deuxième variable B. D'accord. Alors, voyons voir quelques propriétés des formes multilinéaires. Alors, la première des propriétés, c'est que si f est une application qui est n-linéaire et si l'un des x est égal à 0, donc c'est l'un des x est égal à 0, alors l'application, alors l'image de x1 jusqu'à xn est égale à 0. Donc, pas nécessairement tous les x est égal à 0, mais bon, seulement un des xi, donc ici xn, pardon. Donc, si l'un des x est égal à 0, donc f égale à 0, parce qu'en fait, si l'un des x est égal à 0, alors je reviens sur la définition. Donc, par exemple, ici, c'est xi égale à 0. Donc, fi de xi serait égal à 0 parce que fi est une application qui est linéaire. Et du coup, f de x1 jusqu'à xn serait nul. D'accord. Donc c'est la ième variable est nulle, f de xi égale à 0. Donc fi de xi égale à 0 parce que f est une forme linéaire, est une application linéaire. Et donc par conséquence, f de x1, x2 jusqu'à xn égale à 0. Alors, voilà, ça c'est le développement d'une application qui est bilinéaire. Donc, une application est bilinéaire si seulement si pour n'importe quel vecteur U, U0, V, V0 et E, des éléments de E, pour n'importe quel scalaire, alpha, bêta, gamma, delta, on a ceci. D'accord? Ceci veut dire quoi? Donc, ceci est vraiment, c'est juste le développement d'une application qui est bilinéaire par rapport à ces variables.
D'accord? Donc, on prend par exemple ici alpha U plus bêta U0. Alors, on laisse fixer ceci fixe, cette variable fixe, et on fait développer juste par rapport à la première variable. Donc, la linéarité par rapport à la première variable veut dire quoi? Donc, ceci, c'est alpha fois f de u, où est celui-là est fixe, plus bêta, f de u0, puis celui-là est fixe. Donc, juste, donc, on ne voit pas ça, on ne voit pas la deuxième variable, on voit juste la première variable. Donc, c'est alpha fois f de u, plus bêta fois f de u0. Puis, on fait la même chose donc pour la deuxième variable. Alors, je ne vais pas voir le u. Donc, alpha gamma fois f de uv, puis plus delta alpha fois f de u v0. D'accord? Puis là, c'est la même chose. Donc, bêta gamma f de u0v, f de u0v, plus delta bêta f de u0 v0. Bêta delta f de u0 v0. Ça, c'est juste le développement des applications qui sont bilinéaires par rapport aux deux variables en même temps. Donc voilà, donc c'est carrément à partir de n égale à 2, c'est carrément différente des applications qui sont linéaires, d'accord, des applications linéaires. Alors, l'une des d'autres propriétés intéressantes et qui fait la différence avec les applications linéaires, c'est celle-là. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, alors si f est une application qui est linéaire, juste linéaire, donc si on a f de lambda u1, lambda u2 jusqu'à lambda un, ceci n'est autre que f de lambda fois u1, u2 jusqu'à un, et donc on fait sortir le lambda, c'est lambda fois f de u1, u2 jusqu'à un. Pourtant, si f est n linéaire, donc si on a f de lambda u1, donc c'est la même expression, mais la linéarité par rapport à u1, à la première variable, va faire sortir le lambda. La linéarité par rapport à la deuxième variable va faire sortir un deuxième lambda, jusqu'à la linéarité de la énième variable va sortir un certain lambda, et donc ce qui fait sortir ici lambda à la puissance n. Donc là, vous voyez bien il y a une différence totale entre la linéarité et la n-linéarité, d'accord? Donc pour la linéarité, on fait sortir juste un seul lambda. Pour la n-linéarité, on fait sortir lambda à la puissance n. Alors une deuxième propriété qui fait la différence avec les applications linéaires, ici j'ai choisi le n égale à 2, parce que même pour le n égale à 2, voilà, l'expression est lente. Alors pour n quelconque, n très grand, donc l'expression vraiment, ça va être très 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 lente. Ok. Alors, la linéarité, donc, si n égale à 2, donc, par exemple, ici, si f est linéaire, donc f de u plus u', u2 plus u2', donc n'est autre en fait que f de u1, u2, u1', u2', par exemple, et ceci n'est autre que f de u1, u2 plus f de u1', u2'. D'accord, donc linéaire, rien. Donc ça c'est juste la linéarité. Alors si par contre l'application est bilinéaire, donc j'utilise ce développement-là, d'accord? Donc, on développe par rapport à la première variable, puis par rapport à la deuxième variable ou l'inverse. Donc on obtient en fait que, voilà, donc une application qui est bilinéaire, donc il faut faire le U1 avec U2, puis le U1 avec le U'1, puis U2 avec U1, avec U2, U'1 avec U'2. Donc c'est comme si vraiment on fait un développement comme une certaine identité remarquable, d'accord? Donc comme une certaine identité remarquable. U1 plus U2 fois U2 plus U, U1 plus U'1 plus U2 fois voilà, U1 plus U'1 facteur de U2 plus U'2. Donc il faut faire U1, U2, U1, U'2, U'1, U2, U'1, U'2. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment de le sens de la distributivité ok. Donc en fait, voilà, c'est faire
la linéarité par rapport à n'importe quelle variable, à chaque variable, en laissant fixe les autres variables. Donc ceci, donc pour, par exemple, ici, juste le cas n égale à 2, alors juste pour développer cette expression, donc on a ici 4 termes, mais juste ici, on a 2 termes. Ok, alors j'arrive à définir ce que c'est que les applications n linéaires symétriques. Voilà, donc il y a aussi les applications linéaires symétriques, comme il y a les matrices symétriques. Mais bon, ici, alors les applications qui sont symétriques, n linéaires, donc c'est dire en fait que pour n'importe quel sigma, une application, une permutation, d'accord, donc Sn, alors le n ici c'est f de à la puissance n, c'est n linéaire. Alors, si on fait échanger les xi entre eux, donc f de x sigma 1, f x sigma 2 jusqu'à x sigma n n'est autre que f de x1 jusqu'à xn. Ça veut dire que échanger l'ordre des vecteurs ne change pas le résultat qui va faire sortir par f. Alors, les applications. Alors, comme il y a les applications symétriques, il y a également les applications antisymétriques. Alors les applications antisymétriques, c'est dire en fait que pour n'importe quel sigma, une permutation une permutation dans Sn, pour n'importe quel x1 xn, donc échanger donc l'ordre de x1 jusqu'à xn, f de x sigma 1 jusqu'à x sigma n n'est autre que la signature de sigma fois f de x1 jusqu'à xn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que échanger deux vecteurs, donc si je vais changer deux vecteurs par exemple x sigma x1 x2, donc on obtient l'inverse du résultat qu'on obtient si on fait appliquer f de x1 x2 jusqu'à xn. D'accord? Et donc voilà, donc les applications alternées, n linéaires alternées sont des applications telles que si on a deux variables qui se répètent, donc une variable qui se répète deux fois, donc deux variables qui sont égales avec des indices sont différents, alors l'image égale à 0. Ça veut dire quoi? Par exemple, f de x1, x2 égale à x1, f de x1, x1, x3, xn égale à 0. D'accord? Donc si par exemple x1 se répète deux fois, x2 ou x2 se répète deux fois, ou xn se répète deux fois, donc si le même vecteur se répète deux fois, alors on aura 0. Ça veut dire si deux vecteurs sont égaux, alors le résultat est nul. D'accord? Alors par la suite, je vais utiliser la notation f sigma de x1 jusqu'à xn pour dire f de x sigma a, f de x sigma n. D'accord? Donc pour dire ceci, f de x sigma de 1, x sigma de n, donc on va dire f sigma de x1 jusqu'à xn. D'accord? Et on peut remarquer ici facilement que aussi f sigma est une application qui est également n linéaire. Voilà. Alors comme exemple, donc je vais revenir sur les mêmes exemples que tout à l'heure. Donc l'application, donc la première application U1, U1 V1, U2 V2, donc c'est une application qui est symétrique, qui est une forme bilinéaire symétrique. Pourquoi c'est symétrique? Parce que ici, si je change le U et V, donc ici le n égale à 2, bilinéaire, le n égale à 2, et donc on n'a qu'une seule permutation qu'il faut faire. Donc f de u v, est-ce que c'est égal à f du vu? D'accord, si on fait échanger les deux vecteurs. Donc f de vu donc n'est autre que v1 u1 plus v2 u2 qui n'est autre que f de uv. Donc l'application elle est symétrique. Donc f de uv égale à f de vu, l'application est symétrique. Ça veut dire qu'on change les deux variables, le résultat ne change pas. Alors pourtant ici, si on change les deux variables, u et v, d'accord, donc f de vu n'est autre que v1 u2 moins v2 u1, et donc c'est l'inverse du résultat obtenu lorsqu'on opère uv, f à uv.
Et donc, c'est une application qui est antisymétrique ou alternée sur R2. Je vais revenir sur ces deux. Pourquoi je fais ici antisymétrique et alterné. Bon, c'est la même chose ici, hein. Et donc, voilà. Alors, ici, pour le cas n égale à 2, c'est vraiment la même chose. C'est usuel. Alors, ici, si je fais f de VU ou f de UV, donc l'intégrale de U de T, V de T, c'est également l'intégrale de V de T, U de T, qui est f de VU. Et donc, c'est une application qui est bilinéaire symétrique. Alors, ici aussi, la trace de AB, c'est la même chose que la trace de BA. Et du coup, phi de AB, c'est la même chose que phi de BA. Et donc, l'application, elle est symétrique. D'accord? Alors, je reviens sur ce point-là qui est ici visiblement satisfait, donc vérifié. Et donc, alors, il y a équivalence entre, dans le cadre général, antisymétrique et alterné, c'est vraiment la même chose. D'accord? Donc, il y a équivalence entre application antisymétrique et application alternée. Donc, par la suite, on va appeler juste alterné. Et donc, alors, pour ce faire, donc, laissons fixer, par exemple, F une application qui est alternée et montrant qu'elle est antisymétrique. Et donc, pour montrer qu'elle est antisymétrique, alors je reviens sur la définition d'une application antisymétrique. Donc, il faut montrer que f de sigma 1 jusqu'à sigma n, c'est la signature de sigma fois f de x1 jusqu'à xn. Mais bon, on ne va pas travailler avec toutes les applications, les permutations. Donc, on va essayer d'utiliser la décomposition en produit de transposition. Donc, c'est l'une des preuves qui fait utiliser cette décomposition. Donc, voilà, qui fait montrer l'utilité de cette décomposition, en fait. Alors, si f est alterné, donc je prends x1 jusqu'à xn n vecteurs de E quelconque, et on prend la transposition qui fait changer I et G, et on pose x', I, c'est x' J, c'est xi plus xj. Donc la IM, donc x' I égale à x' J, donc ils sont égales, d'accord? I différent de J, et donc x' I égale à x' J. Ici, je prends I inférieur ou égal à G, inférieur à G, donc inférieur strictement à G, donc vous pouvez prendre l'inverse, c'est la même chose. Et donc, puisque f est alterné, donc puisque les deux, le vecteur x' i se répète deux fois dans la im place et la j place, donc s égale à 0. D'accord? Donc, f de ceci égale à 0. Alors, faisons développer par rapport à la im, à la im place et la j place. Donc, ça, c'est f de xi, donc f de ceci à la place xi, puis xi, donc xi égale à 0, donc je ne l'écris pas ici. Puis xi, xj, hein, ce qui est là, puis xj, alors xj, xi, xj, xi, puis xj, xj, que j'écris pas là, parce que égal à 0, parce que l'application f, elle est alternée. Et donc, en fait, alors ici, qu'est-ce qu'on obtient en fait que f de x1, xi, xj, donc si on fait permuter xj et xi, puisque s égale à 0, et donc si on fait passer l'un des deux, alors je fais passer par exemple celui-là à l'autre côté, donc on va obtenir que f de x1 jusqu'à xn égale f de x1, xj, xi, xn, donc avec un signe moins. Le signe moins n'est autre que la signature de la permutation, de la transposition tout, et ça n'est autre que, en fait, ici c'est taux de 1, taux de i moins 1, taux de i plus 1 jusqu'à taux de j ici et taux de n. D'accord? Parce que taux ici, il laisse fixe tous les indices, sauf l'indice i et l'indice j. Et donc, du coup, on obtient que f taux qui est ce côté-là, égale à moins, c'est la signature de taux fois f, d'accord, qui est ce côté-là.
Et puisque les permutations, donc puisque les transpositions engendrent en fait engendrent les permutations, donc on peut dire que f sigma égale à epsilon de sigma fois tau par juste le fait que sigma il se peut s'écrire en fait comme étant un produit de transposition et on fait itérer à chaque fois et on utilise également le fait que epsilon est un morphisme de groupe. Ça veut dire que epsilon de tau fois epsilon de tau prime, c'est epsilon de tau fois tau prime. Et donc, on obtient ainsi que l'application, que f est antisymétrique. F sigma égale à epsilon de sigma fois f. Alors, inversement, alors, prenons par exemple xi égale à xj, et donc il faut montrer qu'avec i différent de j, il faut montrer que f de x1 jusqu'à xn égale à 0, et donc f de x1 jusqu'à xn, donc xi égale à xj, donc échanger xi, xj, c'est la même chose, donc lorsque j'écris ici f de x1, xi, xj, xn, et donc, c'est la même chose que f de x1 jusqu'à xj, xi, xn. Donc, échanger le i et j sont égales, c'est la même chose. Et donc, f tau n'est autre que la signature de tau qui est moins 1, fois f de x1 jusqu'à xn, et ce qui donne en fait que f de x1 jusqu'à xn égale à 0. Et donc, l'application, elle est alternée. Et donc, par la suite, on va noter que les applications alternées, il y a vraiment pas d'application antisymétrique. Donc, le mot antisymétrique, alors je reviendrai sur ce mot-là. D'accord? Alors, la structure des applications est linéaire. Donc, voilà, puisqu'on parle des applications des espaces vectoriels, donc les applications en fait n linéaires forment un k-espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel des applications linéaires, des fonctions de e à la puissance n dans f. Donc, et les applications alternées, n linéaires alternées forment aussi un k-espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de cet espace. Également, les applications symétriques forment un espace vectoriel. D'accord? Donc, c'est comme les matrices symétriques, les matrices antisymétriques, ou les endomorphismes. D'accord? Et donc, voilà. Alors, voyons voir. Donc, la preuve, c'est simple. Juste, il faut prendre une combinaison linéaire des applications et vérifier qu'ils restent de la même classe. Donc, dans celle-là ou celle-là ou celle-là. D'accord. Alors, voyons voir la décomposition d'une application multilinéaire dans une base. D'accord, pour le cadre général, comme j'ai fait pour le n égale à 2. Alors, donc, ou comme le cas des endomorphismes. Donc, si je prends par exemple un endomorphisme, on peut faire décomposer en fait l'endomorphisme ou l'application linéaire sur une base. Alors, prenons E1 jusqu'à En une base de E. Alors, ici, E est de dimension n. Et x1 jusqu'à xn, une famille de n vecteurs de E, d'accord? Et prenons A, la matrice du système S relativement à la base de P. Alors, on écrit en fait, alors f de x1 jusqu'à xn, alors x1 ici est un vecteur de E, et donc on peut l'écrire comme étant en combinaison linéaire des EK, qui est la base de E, et donc on peut l'écrire comme étant la somme des HG1E1, HG1A, EG1. D'accord, les EGK sont les vecteurs là. Donc le 1 c'est juste pour dire qu'on travaille par rapport à x1 et on utilise la linéarité par rapport à la première variable, donc on peut faire sortir les HGI et la somme, d'accord? Alors, on exprime la deuxième variable dans la base, d'accord, de la base E1 jusqu'à EP, donc on peut l'écrire comme étant x2 égale la somme sur G2, qu'on présente 1 et P, de HG2E2, de HG2E2, EG2. D'accord? Et donc, on utilise encore la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc, on peut faire sortir les coefficients HG2 et la somme. D'accord? Alors, on refait la même chose, étape par étape, pour toutes les variables. Donc, on obtient finalement, c'est le produit, là, c'est la somme des produits de HG11 jusqu'à HGNN
fois f de EG1 jusqu'à EGN. D'accord. Donc ici les AIJ sont vraiment les éléments de la matrice A. Donc ce sont les coefficients de la matrice A. D'accord. Parce que voilà, donc par définition même de la matrice du système S relativement à la base B, donc on fait exprimer x1 dans la base, puis x2 dans la base B, et ainsi de suite. Et donc ce sont vraiment ces expressions-là. D'accord? Donc les AIJ, ce sont les éléments les coefficients de la matrice. Et ce qui fait sortir, c'est ça. Alors, étant donné un système S, donc j'ai le système S, et je veux calculer son image par F, qui est une application n linéaire. Alors, il me faut toujours ce que c'est que ce F de EG1 jusqu'à EGN. Donc, une application linéaire. Une application n linéaire est entièrement, totalement déterminée par la donnée de f de EG1 jusqu'à f de EGN. Comme les applications linéaires, donc une application linéaire est il est entièrement déterminé par la donnée de f de E1 jusqu'à f de EP. Ici, il faut donner tous les combinaisons. Et donc, ceci va nous amener en fait à identifier également, comme les applications linéaires, identifier une application linéaire avec une matrice. Ici également, on peut identifier l'application F avec cette matrice-là. Donc, la matrice f de EG1 jusqu'à f de EGN, avec G1 jusqu'à Gn compris entre 1 et P. Et il faut exprimer ces vecteurs donc ceci est un vecteur de f, il faut l'exprimer dans f. Voilà. D'accord. Alors, voyons voir un exemple. Par exemple, pour le cas n égale à 2, donc prenons par exemple une application qui va de r carré dans r à la puissance 3, donc de e fois e dans f, est tel que, alors ici E1, E1, E2 est la base canonique de R2, donc on donne par exemple f de E1, f de E1, f de E1, E1, donc c'est celui-là, c'est ce nombre, ce chiffre-là, ce vecteur. F de E1, E2, c'est ce chiffre, c'est ce vecteur. F de E2, E1, c'est ce vecteur. F de E2, E2, c'est ce vecteur. Donc, donner ces quatre vecteurs, déterminer en fait, donc ceci nous amène à déterminer une application qui est bilinéaire. Donc en effet, comment on fait? Donc f de uv, donc on exprime u dans la base E1, E2. Donc c'est U1, E1, U2, E2. On utilise la linéarité par rapport à la première variable, d'accord? Puis on exprime v dans la base canonique, donc c'est V1, U1, V2, U2, V1, U1, V2, U2. Puis on utilise ici la linéarité par rapport à la première variable, à la deuxième variable. Puis ici la linéarité par rapport à la deuxième variable, on obtient ici 4 termes. Donc c'est vraiment les mêmes termes que j'ai signalés au début. Et donc on fait juste remplacer f de 1 par sa valeur, celle-là et celle-là et celle-là, puis on obtient cette expression-là. D'accord? Voilà. Alors, passons aux formes n linéaires et continuons sur le même développement, donc cette décomposition. Alors, voilà, ceci est méchant, mais bon. Alors, prenons B une base de E qui est de dimension n, une base, puis prenons F une forme qui est n linéaire, à valeur dans K cette fois-ci. Alors, on écrit de la même façon, donc comme je viens de dire, F de x1 jusqu'à xn, c'est la somme des AG1, AJN fois F de EG1 jusqu'à EGN. Avec les AIJ ici sont les coefficients de la matrice de système S, x1 jusqu'à xn, dans la base P. D'accord? Alors, bon, puisque Fn ici F est alterné, donc on peut restreindre juste aux éléments qui sont tels que les GK sont distincts, 2 à 2.
Pourquoi? Parce que si un certain, par exemple, ou GK et GL sont égales, alors alors l'image égale à zéro, par définition de alterné. D'accord? Si deux sont égales, alors sont égaux, si deux variables sont égaux, si deux variables sont égales, par exemple, alors l'image égale à zéro. Et donc, on peut restreindre au fait que les GI sont tous distincts. Alors, les GI sont tous distincts. Alors, G1 jusqu'à Gn, ils sont tous distincts. C'est une suite de n vecteurs comprises entre 1 et n, et donc c'est nécessairement égal à 1 jusqu'à n. D'accord? Donc c'est juste une certaine permutation ou un réarrangement de l'intervalle discret 1n. Et donc on va noter en fait G1 c'est sigma de 1, G2 c'est sigma de 2, ainsi de suite, jusqu'à Gn c'est sigma de n. Et donc ceci n'est autre que la somme sur les permutations sur les permutations de taille n de ça. D'accord? Alors, ici on utilise le fait que voilà, une application alternée est une application qui est antisymétrique, et donc f de f sigma de E1 jusqu'à En égale à epsilon de sigma, la signature de sigma, fois f de E1 jusqu'à En. D'accord? Et donc, voilà, donc c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, ceci, c'est epsilon de sigma fois la somme. Et donc, ceci, donc, ceci est un scalaire qui dépend de f seulement, et de la base E1 jusqu'à En. Donc, je vais le poser alpha. Et ceci, c'est le reste, d'accord? Donc, puis, alors, on peut faire indexer de l'autre côté. Donc, on fait passer l'indexation de l'autre côté, parce que ici, juste par un petit changement de variable, parce que les sigma ici sont bijectives, d'accord? Donc ici, le sigma là, ce sont des variables muets, hein. Ce sont des variables muets. Par exemple, ici, je peux faire sigma, la somme sur sigma. Ici, je fais par exemple epsilon de sigma moins 1, epsilon de sigma moins 1, ici sigma moins 1, sigma moins 1, sigma moins 1, ainsi de suite. Donc, je fais par exemple faire circuler le sigma moins 1 à la place du sigma, et j'obtiens la même chose. D'accord? Ok. Alors, voilà. Donc ici, nous amène en fait au fait qu'une application qui est n linéaire s'écrit comme étant alpha fois cette chose-là. D'accord? Alors, cette chose avec, bien sûr, les A et J ici, sont les vecteurs, je dis bien, sont les vecteurs, sont les coefficients de la matrice du système relativement à la base B. Et donc, le théorème dit que cette application-là définit une forme qui est n linéaire alternée sur E avec l'image de la base E1 jusqu'à En égale à 1. D'accord? Et donc, c'est une forme qui est en particulier, qui est non nulle. Alors, en effet, pour ce faire, on va prendre E1 star, E2 star jusqu'à En star sont la base duale de E1 jusqu'à En. Ça veut dire que c'est la forme linéaire qui, qui est associée par exemple à xi. Donc EI star, c'est la forme linéaire qui est associée à xi, à x, la im coordonnée de la base E1 jusqu'à En. Et donc, on vérifie ici facilement que cette application définit bien une application qui est n linéaire. D'accord? Celle-là, c'est une application qui est bien n linéaire. C'est juste, on utilise juste la multiplication. Donc, ici, la propriété du produit sur le corps K et la linéarité des EK.
Et donc, en particulier, si on pose G, l'application qui a G de x1 jusqu'à xn, c'est la somme de epsilon de sigma fois f de x sigma 1 jusqu'à x sigma n. Donc, c'est là où également on définit une application qui est n linéaire parce que celle-là, elle est n linéaire, f sigma. Donc, f, elle est n linéaire. Et donc, f sigma, elle est n linéaire. Et donc, la somme des applications n linéaires est une application qui est n linéaire. Et si on prend, par exemple, une transposition, alors on fait calculer f de x. Donc, g taux de x1 jusqu'à xn, c'est la somme. Alors ici, on remplace juste par taux. Puis voilà, on fait ici un changement de variable. Taux fois sigma est une application qui est bijective. Donc on peut faire un petit changement de variable et donc on obtient f. Donc c'est la somme ici égale, pardon, ici égale à la somme de epsilon de taux sigma fois la somme, donc avec un petit changement de variable ici. À la place de sigma, on met taux sigma. D'accord, donc la somme sur sigma, c'est la somme sur taux sigma, c'est la même chose. Parce que j'ai dit bien que l'application qui est sigma fait correspond taux sigma est une application qui est bijective de Sn vers Sn. Et donc on obtient ceci, mais la signature de taux fois sigma n'est autre que moins la signature de sigma. Donc c'est la signature de taux fois la signature de sigma. Donc ici on utilise le fait que epsilon est un morphisme de groupe. Et la signature de taux c'est moins, donc c'est moins g de x1 jusqu'à xn, et ce qui donne en fait que l'application g est une application qui est alternée. Et donc par conséquence, donc ici alors, si on voit ici juste la définition de ça, hein, de f, donc on utilise la définition de f. Alors f appliqué à x sigma 1 jusqu'à x sigma n n'est autre en fait que la somme de ça. D'accord? Parce que xj ici, les xj sont la somme des aij, ei. xj c'est la somme des aij, ei par définition même de la matrice du système x1 jusqu'à xn relativement à la base b. Et donc on obtient ceci, ce qui donne en fait ceci g n'est autre que f1. D'accord? N'est autre que f1 de x1 jusqu'à xn. Et donc f1 est une forme n linéaire alternée. Et si vous calculez f de 1 jusqu'à f de n, alors ceci n'est autre en fait que ici alors tous les aij sont tous nuls. Donc alors, la matrice du système E1 jusqu'à En relativement à la base E1 jusqu'à En n'est autre que la matrice identité. Et donc, les aij sont tous nuls sauf les éléments diagonaux et par conséquence, F1 de 1 jusqu'à En n'est autre que A1, A1, AN. Donc, il reste ici la somme juste pour l'identité. Et donc, c'est 1. Et voilà, donc f1 de E1 jusqu'à En égale à 1, ce qui donne que f1 n'est pas nul. Ok, alors, donc ce théorème dit en fait que pour E de dimension n, alors l'ensemble des formes, je dis bien des formes, pas des applications, des formes n linéaires alternées est un K-espace vectoriel de dimension 1. D'accord? Et il est engendré par ce vecteur-là, Donc, pourquoi en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, hein. Donc, si vous prenez f une forme n linéaire sur E, donc f de x1 jusqu'à xn égale à alpha qui est f de 1 jusqu'à en fois f1. Ceci n'est autre que f1 et ceci veut dire que f1 engendre l'ensemble des formes linéaires. D'accord? Et donc, voilà, F1, c'est l'application qui engendre ces formes linéaires. Donc, n'importe quelle forme n linéaire s'écrit sous la forme alpha fois F1 avec alpha, c'est le scalaire f de 1 jusqu'à f de n. Alors, je viendrai au déterminant. Donc, cette application F1 est vraiment, c'est ce qu'on va appeler l'application déterminant, hein.
Donc l'application F1 définie ci-dessus, donc avant, est appelée déterminant de la base B déterminant de la base B. D'accord? Et on va la noter déterminant indice B. D'accord? Indice comme ça ou comme ça. Bon. Alors, c'est donc une application qui est n-linéaire. C'est une forme n-linéaire alternée sur E et qui constitue une base de l'ensemble des formes n-linéaires alternées sur E. D'accord? Donc, c'est le vecteur unitaire, on va dire, entre deux parenthèses, unitaire. Donc, unitaire, ça veut dire que le déterminant de 1 jusqu'à n égale à 1. C'est une normalisation. Et donc, c'est le vecteur unitaire qui engendre l'espace ou la droite vectorielle des formes n linéaires alternées sur E. Alors, l'expression du déterminant, c'est ça, c'est l'application F1. Donc, déterminant de x1 jusqu'à xn, c'est la somme des epsilon sur la somme sur les permutations de epsilon de sigma, la signature de sigma, fois A1 sigma A, AN sigma N, avec les A et G sont les coefficients de la matrice du système x1 jusqu'à xn de la base B. Voilà, c'est une expression qui est vraiment méchante et on va voir pourquoi, mais voilà. Donc c'est vraiment difficile de calculer avec une telle expression pour n grand, mais pour le moment, on va l'apprendre. Voilà. Alors, essayons de calculer ce que c'est que le déterminant pour n égale à 2. Alors, prenons par exemple E égale à k carré hein, et, B la base canonique de k carré, de E. Et prenons U et V, deux vecteurs de k carré. Et calculons ce que c'est que le déterminant de UV. Est-ce que c'est vraiment le déterminant qu'on connaît, que vous connaissez en baccalauréat et avant? Alors, la matrice du système UV relativement à la base B, c'est U1, U2. Donc, on fait ici exprimer U de la base B, U1, U2, V1, V2. Et donc, c'est AIJ avec IJ comprise entre 1 et 2. Donc, A11, A12, A21, A22. Alors, S2, alors ici, le déterminant, c'est la somme sur Sn. Donc, il faut premièrement expliciter ce que c'est que Sn. Donc, ici, n égale à 2, S2, c'est l'application identité et l'application et la transposition sigma qui permutent le 1 en 2 et le 2 en 1. D'accord? Et donc, le déterminant, donc ici, alors, c'est la somme sur toutes les permutations. Et donc, c'est la somme sur, alors, celle-là et celle-là. On n'a que deux permutations. Donc, epsilon de l'identité fois A1, identité de 1, 2, identité de 2, plus epsilon de sigma, l'autre permutation, A1 sigma de 1, A2 sigma de 2. Et donc, epsilon de l'identité c'est 1, identité de 1 c'est 1, donc c'est A1, 1, identité de 2 c'est A de 2, avec, et si la signature de sigma c'est une transposition et donc c'est moins 1, alors epsilon, sigma de 1 c'est 2, et sigma de 2, c'est 1. Sigma de 2, c'est 1. L'image par sigma de 2 est 1. Et donc, c'est A11, A de 2, moins A12, A de 1. Alors, A11, c'est U1. A22, c'est V2. C'est V2, moins. Donc, moins. A12, c'est V1. Et puis, A21, c'est U2. Donc, c'est U1, V2. Donc, c'est U1, V2, moins U2, V1. Donc, c'est vraiment le déterminant que vous connaissez avant. Alors, le déterminant de trois vecteurs. Donc, on prend par exemple E égale à K à la puissance 3, B la base canonique de K à la puissance 3 et U, V, W, 3 vecteurs. Et donc, on écrit ce que c'est que la matrice de passage la matrice du système U, V, W dans la base B. Donc, c'est la matrice U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 comme des colonnes de cette matrice. Et on peut l'écrire, on peut la noter AIJ avec IJ comprise entre 1 et 3. D'accord? A1, 3, A1, 1, A1, 2, A1, 3, ainsi de suite.
Alors, comme ici, donc la somme sur Sn, donc n ici égale à 3, et donc ça va se compliquer un petit peu à partir d'ici. Et donc S3, c'est 6 vecteurs, de 6, on a 6 permutations, d'accord, 6 permutations. Et donc c'est sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. Avec sigma 0, c'est l'application identité. Sigma 1, c'est l'application qui laisse fixe le 1 et qui échange le 2 en 3 et le 3 en 2. Sigma 2, c'est l'application qui laisse fixe le 2 en fixe et 3 et 1 permutés. Sigma 3, il laisse fixe 3 et 1 et 2 sont permutés. Sigma 4 transforme 1 en 2 et 2 en 3 et 3 en 1. Et sigma 5, c'est le cycle qui transforme le 1 en 3 et le 3 en 2 et le 2 en 1. Ce sont vraiment les applications qui existent. Donc la description était déjà donnée dans la vidéo précédente et dans le document. Voilà. Et donc la somme, il faut sommer sur toutes ces permutations. D'accord? Donc c'est epsilon de sigma 0 à 1, sigma 0 de 1, à 2, sigma 0 de 2, à 3, sigma 0 de 3, epsilon de sigma 1, à 1, sigma 1 de 1, à 2, sigma 2 de, sigma 1 de 2, à 3, sigma 1 de 3, ainsi que pour sigma 2, sigma 3, sigma 4 et sigma 5. Donc ici, on a 6 termes. Et donc, voilà, donc ici, il faut juste expliciter ce que c'est que epsilon, ce que c'est que epsilon de sigma k, d'accord? Epsilon de l'identité, c'est 1. A1, sigma 0 de 1, donc A11, A11, c'est U1, d'accord? A2, 2, c'est V2, A2, 2, c'est V2, puis A3, 3, c'est V3, c'est W3. Donc A11, A2, 2, A3, 3. Donc c'est U1, V2, W3. Plus epsilon de sigma A. Sigma A est une transposition, donc sa signature est moins 1. Puis ici, AA, sigma 1 de 1, c'est A. A11, c'est U1, A11. Puis A2, sigma de 2, c'est 3. A2, 3, donc la deuxième ligne, la troisième colonne W2, c'est W2. A3, sigma 1 de 3 qui est 2. A3, 2. Troisième ligne, deuxième colonne, donc V3. Donc c'est U1, V3, W2, ainsi que pour les autres. Et donc, vous voyez bien que ça se complique à partir de 3. Hein. Si on veut expliquer, par exemple, expliciter le déterminant pour 4, pour k à la puissance 4, donc déjà S4 est d'ordre 4 factoriel, c'est 24. D'accord? Et donc, ici, il faut sommer sur 24 permutations. Il faut déjà déterminer ce que c'est que ces 24 permutations, calculer leur signature et sommer sur 24 permutations, ce qui est vraiment impossible de se faire à la main. Et d'accord? Et donc, voilà. Et vous pouvez également vérifier que c'est vraiment le déterminant que vous connaissez au baccalauréat, en bac. Voilà. OK. Alors, un cas particulier et intéressant et qu'on va utiliser en fait par la suite est le fait que le déterminant d'une application de n vecteurs tel que la matrice du système x1 jusqu'à xn relativement à la base B est une matrice qui est triangulaire supérieure, respectivement triangulaire inférieure, c'est la même chose. On va voir que c'est vraiment la même chose. Donc, alors, laissons-nous triangulaire supérieur. Donc, s'il est triangulaire supérieur, alors le déterminant, c'est vraiment le produit des éléments diagonaux. D'accord? C'est juste le produit des éléments diagonaux de la matrice du système x1 jusqu'à xn relativement à la base B. Et donc, ok. Voilà. Alors, ce point est vraiment très intéressant et je reviendrai en ce point-là. Alors, pour ce faire, donc, il faut voir A1 sigma A, AN sigma N, donc les coefficients qu'on somme, ces coefficients-là. Donc, il faut voir ce que c'est vraiment ces coefficients. D'accord? Et donc, ces coefficients sont tous non nuls.
d'accord, ou pour qu'elles soient tous non nulles, seulement si sigma 1 supérieur ou égal à 1, sigma n supérieur ou égal à n, et sigma k supérieur ou égal à k. D'accord? Et donc, voilà, parce que en fait, ici, c'est juste la définition d'une matrice qui est triangulaire supérieure. Mais sigma k supérieur ou égal à k, et avec sigma une bijection entre 1 et n, est vraiment satisfaite seulement si sigma k égale à k. Donc ceci est un exercice, je crois qu'on avait vu le cours d'il y a les suites, je crois. Et donc sigma, en fait, donc l'unique possibilité, c'est sigma égale à l'identité. Et donc, voilà, donc ici, on n'a rien à changer. Donc ici, alors, dans cette sommation, ce qui reste, en fait, c'est juste sigma égale à l'identité. Puis le reste, ils sont tous, ils contiennent tous des, euh, des éléments nuls. D'accord? Et donc, epsilon de l'identité égale à 1. Et donc, c'est juste le produit des éléments diagonaux. A11 jusqu'à ANN. Voilà. Alors, quelques propriétés du déterminant. Et donc, premièrement, la première des propriétés, c'est une forme n linéaire alternée. Alors, n linéaire alternée, donc, elle est linéaire par rapport à chaque variable, premièrement. Donc, par exemple, par rapport à la première variable, donc, en laissant fixer les autres n-1 variables, et donc, par exemple, déterminant de alpha x1 plus bêta x'1 n'est autre que alpha déterminant de x1 jusqu'à xn plus bêta déterminant de x'1 jusqu'à xn, x2 jusqu'à xn. Et donc ça, c'est juste la linéarité par rapport à la première variable, par exemple. Elle est alternée, donc déterminant de x1, x2, x1, c'est moins déterminant de x1, x2. D'accord, donc échanger deux vecteurs, donc x2, x1, x1, x2, fait apparaître un signe moins. Et c'est vraiment très important pour le calcul après. Donc ces deux propriétés sont vraiment très importantes pour le calcul. La troisième des choses, donc il est alterné. Bon, puisqu'il est alterné, donc si un vecteur se répète deux fois, et donc le déterminant est égal à 0. Donc si un vecteur x, par exemple, un certain xi égale à un certain xj avec i différent de j, donc le déterminant est égal à 0. Et donc, vraiment, alors en utilisant la linéarité du système, de la multilinéarité du déterminant, donc si on a x1 jusqu'à xn est une famille liée, d'accord, si la famille est liée, donc un certain vecteur, par exemple, je vais prendre par exemple x1, ça va être par exemple une combinaison linéaire des autres xk, et donc on utilise la linéarité par rapport à la première variable, par exemple ici parce que j'ai choisi x1, et donc voilà, x1 égale la somme des alpha k xk avec k compris entre 2 et n. Et donc, déterminant de x1 jusqu'à xn n'est autre que la somme des alpha k déterminant de xk, x2 jusqu'à xn. Et donc, les xk se répètent deux fois et donc égale à 0. Donc, la somme égale à 0. Et donc, si la famille est liée, alors le déterminant est nul. D'accord? On en déduit également qu'ajouter en fait une combinaison linéaire des autres variables à par exemple x1, je fais lui ajouter la somme de alpha k xk de 2 jusqu'à n, donc ceci ne change pas le déterminant, et donc par conséquent ceci peut nous amener à utiliser la méthode de Gauss pour échelonner en fait la matrice du système, d'accord, du système x1 jusqu'à xn relativement à la base B et revenir sur cette remarque importante. D'accord. Et donc celui-là nous fait revenir aux opérations élémentaires sur les matrices. D'accord? Donc vous voyez bien ici que en fait, alors pour calculer le déterminant, il faut savoir en fait ce que c'est que Sn premièrement, et ce que c'est que la matrice de système x1 jusqu'à xn relativement à la base B. Donc c'est une matrice pleine.
on ne sait pas comment il est. Donc, si on arrive à faire des opérations sur les colonnes, d'accord, sur les colonnes, pour la rendre triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure, donc le déterminant n'est autre que le produit des éléments diagonaux. D'accord? Et ceci est une technique qui vraiment aide pour le calcul du déterminant. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Alors, le déterminant de 1 jusqu'à n égale à 1. Donc, c'est juste ici la matrice, alors par définition. Donc, le déterminant de la base B du système B relativement à la base B égale à 1. Donc, c'est l'unique forme n linéaire alternée qui vérifie cette égalité. Et B' est une autre base de E, donc c'est une formule de changement de base. Alors, déterminant relativement à la base B' et le déterminant relativement à la base B sont des formes n linéaires, d'accord? Et ce sont des formes n linéaires, et l'espace des formes n linéaires est un espace qui est de dimension 1, et donc elles sont liées. Donc déterminant de B' égale à alpha fois déterminant de B. Et donc, puisque déterminant de B vérifie cette formule-là, donc on peut prouver que le alpha c'est déterminant de B' fois B. Voilà, la preuve est là. Donc l'ensemble des formes n linéaires alternées, c'est une droite vectorielle engendrée par déterminant de B. Et donc, déterminant de B' est une forme qui est n linéaire également. Et donc, c'est égal à alpha fois déterminant de B. Puis, on applique ici à B. Donc déterminant de B égale à 1. D'accord? Déterminant de B relativement à B égale à 1. Et donc, alpha égale déterminant de B relativement à B'. D'accord? Puis, alors, la déduction ici, déterminant de B' de B relativement à B', voilà déterminant de B' relativement à B, égale à 1, et venait juste du fait que ici on peut appliquer également B'. Donc, déterminant de B' relativement à B' égale à 1, et ceci n'est autre, donc ici déterminant de B' relativement à B. Donc, en appliquant juste B' dans cette égalité. Alors, une autre propriété intéressante est le fait que le déterminant de x1 jusqu'à xn, donc étant donné n vecteurs distincts de E, donc c'est une base, si seulement si le déterminant de x1 jusqu'à xn est différent de 0. Et c'est une chose qui est vraiment très très intéressante et qui caractérise également les bases par les déterminants. Alors, en effet, on va poser B', ce système-là, et supposons que ce système est une base, et donc déterminant de B' relativement à B différent de 0, parce que déterminant de B', voilà, parce que déterminant de B' est une forme n linéaire alternée qui est non nulle, et déterminant de B non nul, et donc déterminant de B égale à déterminant de B relativement à B' fois déterminant de B', et donc déterminant de B relativement à B, relativement à B est différent de 0. D'accord? Parce que cette application est non nulle et celle-là est non nulle, donc nécessairement le coefficient est non nul. Réciproquement, si le déterminant est, si le coefficient est alors, j'ai dit réciproquement si le déterminant est non nul, alors la famille B' est libre, car sinon, s'il est lié, alors le déterminant est égal à 0, comme on vient de dire ici, là, voilà. Donc, le déterminant est non nul, donc ça veut dire que la famille est libre, et c'est une famille constituée de n vecteurs, et donc, plus le fait que c'est libre, donc c'est une famille qui est liée, et c'est une base. C'est une base de E, donc ça est déjà vu dans le cours des espaces vectoriels. Alors, un dernier exemple. Donc, prenons B, la base canonique de K à la puissance 3, et prenons B', cette base-là.
Rappelons que le déterminant est donc déterminant de trois vecteurs est déjà calculé, c'est vraiment ça. Et donc U égale à U1, U2, U3. Avec U, avec les UI sont les coordonnées de U, les VI, les coordonnées de V, et les WI sont les coordonnées de W. Donc ici, en prenant U, c'est E1 plus U2, V c'est E2 plus E3, W c'est E3 plus E1. Et on fait juste remplacer ici par les coordonnées. Donc on trouve que le déterminant de ce système égale à 2. Et ceci veut dire que ce système est une base, B' est une base de k à la puissance 3. D'accord? Donc le déterminant est non nul. Ça veut dire que c'est une base de k à la puissance 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir ce que c'est que le déterminant d'un endomorphisme, puis le déterminant d'une matrice donnée. Et également, on va essayer de voir quelques applications du déterminant en, en géométrie notamment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à tous.